C'est avec une voix tonique et joyeuse que nous ouvrons les portes de cette émission. Eh bien, la première partie sera consacrée au témoignage d'un monsieur qui a décidé de faire le choix de sa passion au détriment de l'argent et des privilèges. Et dans la seconde étape de l'émission, nous recevrons une spécialiste qui va donc répondre à toutes vos questions relatives au Covid-19. Bienvenue dans votre émission. J'évolue aujourd'hui avec une team très masculine. Attention. Sur ma gauche, Paulus Agathon. Paulus, comment vous allez? Je vais très bien. Bonjour Madame Da Silva. Bonjour. Vêtue de bleu, ma couleur préférée. Ah, c'est ta couleur préférée? Ouais. Ben, je ne savais pas. Merci beaucoup. Alors, Alhoussene Sidibé, alors, monsieur Jeudi. Entouré d'une team masculine, alors ne vous étonnez pas que les compliments pleuvent. Vous êtes sublime dans Oh là là, merci beaucoup. joli boubou, j'adore. C'est quand même chic de travailler avec les hommes. Ils vous apprécient, ils vous font des fleurs, Bon, des là, cadeaux. Philo a chaud, hein, Philo a chaud. Pardon? Philo, il a chaud, là. Philo a chaud. Je suis là, il dit, mais qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Moi qui pense être bien habillé comme ça, tout rouge, bien, bon, vraiment, ça fait... Mais je vais très bien, Caro, et puis on est toujours là, tout en respectant les mesures, barrières. Et puis, souvent, j'ai réfléchi hier nuit, Caro, je me suis dit que Corona, là même, là, c'est bien, Dieu a envoyé ça, c'est bien un peu quelque part. Parce que c'est vrai, avec cette histoire d'autoconfinement, ça nous permet de méditer un peu. On pense un peu souvent à l'après-Corona. On se dit, Dieu, bon, s'il a envoyé ça là, pourquoi, et quand ça va finir, qu'est-ce qui va se passer? Moi, ça m'a rapproché de Dieu. Et on se pose beaucoup de questions sur notre existence. Sur notre existence, voilà. Moi, je pense que c'est le moment aussi de se Voilà. rapprocher de l'essentiel des personnes qui nous sommes chères, de penser à elles, de faire poser des actions. Nous sont chers. Voilà. Ouais. Voilà, de poser des actions pour elles et tout. Je pense que c'est une manière pour nous d'être aussi intimes avec nous-mêmes et puis aussi intimes avec Dieu. Non, mais au-delà même des personnes, même, ça permet au monde entier de s'arrêter un peu. Parce que le monde était trop en retard. C'est-à-dire, Voilà. le monde était trop en Je dis que retard. le monde était trop... On se croyait tout permis sur cette terre. C'est ça. Et on court dans tous les sens, Voilà, à la recherche de l'argent. C'est ça, tout le monde veut être première puissance mondiale, tout le monde veut l'argent. Et puis Dieu a dit, pour, arrêtez-vous, qu'est-ce que vous faites? Ce que vous faites, est-ce que c'est bien? Ça me permet de réfléchir. Et après Corona, vous allez voir, les gens, vous allez voir, les églises, les mosquées, tout sera rempli. Hein. Chacun va, franchement, moi, souvent, je dis, Il y aura un changement quand même. Je veux dire, pour un nom de 5 lettres, Covid. Le monde a arrêté. Est-ce qu'il était Coco Vico 150 Franchement, je veux dire, quelque part, les choses m'ont l'air bon, quoi. Voilà. Moi, en tout cas, je prends la chose positivement, franchement. Alors, d'accord, c'est très bien. Alors, Alhoussene Sidibé, si je vous demandais ce que vous pensez du slam. Le slam, pour moi, c'est de la poésie. C'est une manière d'exprimer tout ce qu'on a au fond de soi, sur toute musique, tout rythme, parce que, à la différence du rap qui a un genre musical très prononcé, qu'on peut distinguer parmi plusieurs genres musicaux, je pense que le slam peut s'adapter à tous les genres musicaux et c'est pour moi la plus belle manière de transmettre la poésie. C'est clair. Et moi, je suis d'accord et en accord aussi avec cette définition. Et j'aime toute la littérature qui s'y trouve, toute la beauté, toute la poésie qui se cache dans le slam. Et heureusement pour nous, aujourd'hui, on recevra un slameur sur le plateau de ce midi qui a dû renoncer à tous ses privilèges et au salaire pour vivre son art. Son nom, c'est Bi-Joe. Vous le connaissez certainement si vous êtes amoureux de cet art. Dans quelques petits instants, nous le recevrons. Mais avant, découvrons-le à travers cet élément. Aujourd'hui, C'est Midi reçoit un homme qui a su transformer sa passion en profession. Né en 1969 à Tabou, Bi-Joe, ou Bafrou Joseph à l'état civil, est un artiste slameur, animateur d'ateliers de slam, commissaire général du festival Baby Slam et chargé des relations extérieures du collectif Au nom du slam. Diplômé d'un master européen en communication, administration et management, avec 14 ans d'expérience en entreprise, Bi-Joe occupe des postes comme responsable commercial et marketing, superviseur de vente et bien d'autres dans de grandes sociétés industrielles. Un parcours atypique,
car il passe de cadre d'entreprise à celui de slammer pour une seule conviction, vivre pleinement sa passion. Nous avons les détails de son histoire maintenant avec Caroline. Merci infiniment Marie-Ange Emienne. Sur ce, nous recevons notre invité Bafrou Joseph alias Bidjo. Il est slammer, je le rappelle, commissaire général du festival Babislam et chargé des relations extérieures du collectif Au nom du slam. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour à vous. C'est un plaisir de me retrouver sur ce plateau. Ouais. Et permettez que je puisse témoigner toute ma gratitude à l'Éternel et du fond de nos mots, au nom du slam, de toute la communauté de slameurs de Côte d'Ivoire, vous dis merci, merci à la ETI et vous et votre équipe. Au nom du slam également, nous vous disons merci. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Et si vous le voulez bien, très cher invité, nous donnerons tout de suite la parole à Dr Philo pour qu'il essaie, tant bien que mal, de définir à sa façon sa compréhension du thème. C'est parti. Le thème du jour, selon Dr Philo. C'était bien annoncé quand même, mais moi, je ne vais pas m'attarder trop sur slam là. Moi, en tant qu'enfant de Yopougon, c'est le salaire là qui m'intéresse. Le salaire. Je dis, mais comment on peut laisser salaire, tous les privilèges pour aller faire slam? Bon, en même temps, je dis que quand je pense, je sais que le slam, c'est toute une philosophie. Voilà, c'est toute une philosophie. La vie est un choix. La vie est un choix. Moi, je dis, il n'y a rien de tel que de vivre pleinement ce qu'on a envie de vivre. On est riche de ce qu'on est, pas de ce qu'on a. Moi, c'est comme ça que je vois la vie. Voilà, sinon, Aloussène, vous comprenez avec moi? Est-ce que Aloussène là? Est-ce que vous n'avez pas envie de devenir président de la République? Non, non, il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. Bon, est-ce qu'il n'a pas envie d'occuper un poste ministériel dans ce pays? Il n'a jamais dit ça non plus. Non, je réponds à sa place. Non, je veux dire que quel que soit Alpha, il y a ces ambitions-là qui sont là. Voilà, il a envie quelque part d'être Il a envie ministre. quand même d'occuper de grands postes, De grands des postes. postes de responsabilité, Voilà. mais pas forcément président, ministre. Mais c'est une manière de parler, gars. Souvent, ces grands postes-là, ils passent devant les bureaux. Pourquoi ils ne rentrent pas par s'asseoir? Ils préfèrent chroniquer dans son coin ici. Vous voyez que la vie, c'est comme ça. Chacun est appelé à venir accomplir une mission sur cette terre. Et c'est la vôtre que vous êtes en train d'accomplir. L'argent, vous ne regardez pas l'argent. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, il faut vivre. Quand tu vis ta vie, quand tu vis. Moi, il y a beaucoup de choses laissées au village. Moi, c'est moi qui dois porter le masque dans notre village. Non, c'est moi qui dois porter le masque. Lequel des masques? Le cache-nez ou le masque traditionnel? Non, masque même. Regardez, pour rire. Ah, d'accord. C'est la suite des apparats de... C'est ça qui est là. Sinon, D'accord. j'ai laissé. Sinon, quand tu portes masque au village, tu as les privilèges là-bas. Sorcellerie là même là. Tu es dedans, mais personne n'est témoin. Mais j'ai laissé ça. Je suis venu faire comédie à Abidjan. Venu faire ce midi. Donc je me sens à l'aise. Je vis pleinement ma vie. Quand je donne le sourire aux gens, je suis heureux. Et moi, mais en même temps, quand je leur donne ce bonheur-là, je sens qu'ils sont heureux à la maison, ceux qui me regardent. Donc c'est ça. Il faut vivre pleinement sa vie. Il faut. C'est-à-dire quand tu vis ta vie. Excusez-moi, hein, mais quand tu vis pleinement. Il y a des gens, ils ont l'argent, ils sont riches. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Mais dans l'assemblée comme ça, quand il y a réunion même comme ça, il ne peut pas parler la honte. Parce que ce n'est pas sa place. Mais le plus pauvre, c'est là qu'il parle. Parce qu'il a l'aise dans sa peau. Il est riche de ce qu'il est. C'est toute une philosophie. C'est toute une philosophie. Donc je dis que même quand on le voit souvent, nous qui sommes c'est-à-dire... Excusez-moi, même quelqu'un même qui vit pleinement, regardez, allez-y dans les hôpitaux souvent. Excusez-moi, mais quand certaines personnes sont en train d'agoniser, ils rendent l'âme là. Quand c'est quelqu'un même, le boulot qu'il fait, l'argent, mais c'est que c'est pas, il ne mérite pas ça, c'est pas sa vie là. Quand il rend l'âme, regardez, on a l'impression qu'il lutte avec la mort. Il tue. Mais celui qui vit pleinement sa vie, quand il s'en va, lui, il dit, oui, père mon âme. Il est heureux parce qu'il a vécu pleinement sa vie. C'est toute une philosophie. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Et je pense que le slam, je sais que vous n'aurez pas besoin, sur ce plateau, de nous dire vous avez besoin de producteurs. Ça, rassurez-nous. Merci infiniment, docteur Philo. Et j'adore votre déguisement. Enfin, c'est Corona. C'est votre protection. Pouvez-vous renoncer à l'argent pour vivre votre art? Question posée dans les rues. Écoutons les réponses. Chris Paterne-Assémian, c'est votre opinion. Avoir un gros salaire et la passion, il y a une grande différence. Peut-être qu'on peut chercher à travailler un gros salaire, une fois le salaire acquis, et aller faire ce qu'on a envie de faire. Moi, par exemple, je suis un sportif. Si moi j'ai les moyens pour pouvoir essayer un dojo, je laisse tout ce qui est comme activité pour son passé. Pour moi, c'est plus rentable.
pour moi. Voilà. C'est une passion pour moi. Pour d'autres personnes, oui, c'est possible. Mais pour moi, je ne peux pas. Non, je ne peux pas renoncer à l'argent. C'est grâce à l'argent que nous travaillons, c'est grâce à l'argent que nous vivons en fait même. C'est grâce à l'argent que chacun arrive à faire ses dépenses, payer la maison, payer tout. Non, il y a deux options, voilà. Je préfère suivre ma passion. Parce que quand tu fais un travail avec le cœur, avec l'amour, tu te donnes plus, c'est-à-dire tu te donnes à fond. Mais du moment où tu le fais avec de l'argent, tu le fais à contre-cœur, tu ne le feras pas de tout ton cœur. Tu ne feras pas, c'est-à-dire tu ne mettras pas corps, âme et esprit pour pouvoir te battre pour que l'activité produise. Mais quand c'est une passion, tu aimes déjà le métier. Donc tu mets tout en œuvre pour que ce métier-là fleurisse ou bien grandisse. Voilà, donc je préférerais suivre ma passion. Et voilà, suivre sa passion, c'est ce qu'il a d'ailleurs fait notre invité témoin du jour. Alors, Bidjo, je le rappelle, est diplômé d'un master européen en communication, administration et management avec 14 ans d'expérience en entreprise. Alors, vous décidez de tout abandonner pour le slam. La question, qu'est-ce qui vous a motivé à faire cette folie? Alors, la phrase... Enfin, ça dépend où on se situe. La réponse, c'est une phrase, c'est ne pas mourir avec des regrets. Tout simplement, à un moment donné, on se dit, on a quelque chose à partager avec le monde. Et puis, on a une contrainte de rester confiné, c'est le mot à la mode, Tout à fait. de rester confiné dans un bureau. Et puis, on n'en peut plus. Vous ne vous plaisiez pas dans ce bureau-là? Pas tout à fait, mais je n'étais pas satisfait de ce que je faisais en fait. Je me suis dit, j'ai écrit il y a longtemps, et j'ai partagé des bouts de texte avec des amis qui ont dit, ok, c'est bon. Et puis ça continue, je continue d'écrire. Je me suis dit, après, il faut faire un choix. Tu ne vas pas t'en aller avec ça, comme ça, dans les tiroirs. Voilà, il faut décider. Mais le déclic de cette passion-là se fait comment? Comment est-ce que vous découvrez l'âme d'un artiste, d'un slammer? Faut dire qu'à l'époque, on a tous aimé le rap, hein. On a tous baigné. Et moi, j'ai un titre de LQJ, I Need Love, qui, moi, était une rupture de ce qu'on attendait à l'époque, le rap hard et autres. LQJ, il vient avec quelque chose de plus sobre, de plus lent, de plus langoureux. Je dis ça peut être mon truc. Ça, je ne commence pas encore à écrire. Et puis, je me retrouve, après le bac, je me retrouve à l'INSEE de Yamoussoukro. Et on avait quelque chose qu'on faisait tous les week-ends, on allait assister à des projections de films. Et puis, malheureusement, je ne sais plus le titre du film. Je ne sais pas si c'est Sea of Love ou Une nuit avec mon ennemi. Il y a une phrase à l'intérieur du monsieur, de l'acteur principal, qui partage sa vie avec une jeune dame, qui a, elle, une autre relation. Le monsieur, il dit à la jeune dame, je te demande juste d'ouvrir grand les portes de ton cœur. Et j'étais là dans mon siège, là, ça m'a fait boum dans le cœur. J'ai dit, waouh, cette phrase est très forte. Et à la fin, juste d'ouvrir les portes de ton cœur. Parce que je sais. En fait, lui dit qu'il sait qu'elle a notre relation, mais lui, il aime. Donc, il demande juste ça. Et puis, j'ai dit, waouh, c'est magnifique. Et puis, ils étaient en bordure de mer. Vous voyez l'image derrière. C'est tout magnifique. Et généralement, mes amis, moi, quand on fait la séance de cinéma, on va en ville. Avant d'aller plus loin, est-ce qu'en ce moment-là, vous n'étiez pas en plein pointage? Non. C'est en jamais. Non, en fait, pour que ça puisse à ce point vous émouvoir, il y avait forcément non, c'est vrai que je suis très émotif à la base. Je suis très émotif, très introverti et très émotif à la base. Mais je n'étais pas le serial dragueur, non, je ne suis pas le serial dragueur. Alors donc, à la fin de la séance, mes amis, on avait un rituel, on allait en ville s'amuser un peu. Mais ce jour-là, j'ai demandé à mes amis d'aller. Moi, je vais en chambre. Et là, je pose juste la phrase dans mon calepin. Puis après, je pars les rejoindre. C'est à partir de ça que la série de thèses, ça commence à venir. Ça commence à venir. Puis voilà, je rentre en entreprise, ça continue. Tu vois, au point où l'une de mes assistantes, malheureusement qui n'est plus, me surprend 2 fois dans mon bureau en train de faire un monologue. Et c'est là où ça se passe. J'ai dit, tu vas péter un câble d'ici peu si tu ne quittes pas là. Et puis voilà, je décide, c'est bon. Il faut y aller, il faut faire le grand bond. Voilà. Mais qu'est-ce qui a véritablement créé le déclic? Je veux dire, c'est vrai que la chose était déjà installée, vous étiez sûr que c'était votre passion, mais de là à prendre une décision aussi formelle, pendant que vous étiez avec une compagne et que vous aviez 2 enfants à nourrir,
vous décidez d'aller dans une aventure incertaine. Avec beaucoup de recul, si je m'étais posé ces questions-là, je n'allais jamais aller. Je n'avais jamais fait le pas. C'est vrai qu'on a travaillé, on a une petite réserve en banque, on a quelques économies. Après, on se dit, si on commence à dire, est-ce que tout de suite, on répare l'entreprise. C'était tout de même un gros risque. Hein. Oui, surtout qu'à cette époque-là, le slam n'avait pas encore l'écho qu'il a aujourd'hui. Non, pas du tout. C'est-à-dire que, bon, je la salue là. Votre compagne, est-ce qu'elle était d'accord? Non, pas du tout, je ne crois pas. Mais elle était courageuse. Ça a été quoi sa réaction au départ quand vous avez dit je claque tout, je ne travaille plus, je vais faire du slam? Je ne lui dis pas ça comme ça direct. Non. On ne dit pas ça direct. En fait, tu ne cherches plus du travail en réalité. Je dis, mais tu as vu l'offre là? Oui, j'ai vu. Mais va voir ton gars et les directeurs là. Oui, je le vois. Mais en fait, déjà, mais puisque vous oui, vas-y. Déjà, qu'est-ce que vous lui dites quand vous quittez votre job? Vous lui dites j'ai été renvoyé ou qu'est-ce que vous lui dites? Non, elle sait, je mets l'aide de démission. Je lui dis que je pars de l'entreprise. Vous comprenez, je pars. Bon, on a réglé ça, je vais avoir quelques indemnités et autres. Bon. Après, on va chercher d'autres, hein, c'est pas compliqué. Je suis sûre que vous aviez trouvé les mots pour la rassurer, ça c'est sûr. Mais et votre entourage, vos amis, vos parents, qu'est-ce qu'ils pensaient de ce choix-là? Bon, j'ai l'avantage en griffe de ne plus avoir mon père et ma mère, donc là, sur cet aspect-là, j'ai plus la pression. Mais je lui ai dit, évidemment, le regard, il change. Vous perdez quelques amis, mais ce n'est pas de leur faute. Hein. Moi, vraiment, je ne me pose pas. Vous faites un choix, vous l'assumez. Donc, évidemment, les soirs, vous avez cette habitude de vous rencontrer en porte pour les after-work. Chacun pouvait dépenser 15 000 sur le coup, 10 000 sur le coup. C'est plus possible à un moment donné pour vous. Donc, de fait, vous vous retirez vous-même, personne ne vous chasse. Voilà, vous trouvez le moyen de truc. Ça c'est indéniable. Votre mode de vie, il change systématiquement. Systématiquement. Surtout que vous avez appris, il faut parfois gérer le quotidien. C'est clair. Voilà, et puis il y a des charges. Vous dépensez parce que vos épargnes s'amenuisent. Vous dépensez, mais rien ne rentre pendant ce temps. C'est cela. Voilà, et donc il faut à un moment donné... Moi, j'aimerais savoir. Réglo dans la tête. Assumer ce choix n'a pas été difficile pour vous? Vous perdez vos amis, vous abandonnez votre emploi, votre avenir, sinon votre présent est brinque-ballant. Je sais pas. Comment vous faites pour tenir en fait dans cette situation? Comment je me tiens? Comment est-ce que vous faites pour tenir? À partir de cette période, quelles sont vos sources de revenus? Qu'est-ce qui vous permet d'entretenir la famille, tout cela? Comme je disais tantôt, j'avais quand même une petite réserve. D'accord. J'avais quand même une petite réserve. Et puis par ailleurs, j'ai fait de la vacation dans des grandes écoles. J'ai animé des modules de distribution de merchandising. Ok. Ça. Voilà. C'est bien d'avoir plusieurs arcs à sa corde. Et puis certains amis m'appelaient en termes de conseils, tout ça, pour les montages de projets et autres. Voilà. Vous ne vous êtes même pas rendu compte que j'ai fait le contraire. Au lieu de dire plusieurs cordes à son arc, plusieurs arcs à sa corde. Non, alors mais... si ça sent la fatigue, autant aller en même temps pour la pub. On va Absolument. marquer une chose. Nous sommes donc de retour sur le plateau de C'est Midi, toujours avec notre invité Bijo. Eh bien, Bijo, comme vous le savez, si vous avez suivi la première partie de cette émission, est diplômé. On va dire un diplômé en communication. Il a dû claquer les portes d'une entreprise qui lui assurait une sécurité financière pour suivre sa passion, le slam. Alors, on en était où exactement? On parlait de la réaction de votre entourage, des difficultés que vous viviez à partir de ce choix-là. Oui, effectivement, pour la petite histoire, j'avais un véhicule. Là, ça ne va plus vous liquider. Puisqu'on puise sur les ressources. Et donc, après, on traverse une période difficile, mais on se construit pendant cette période-là. Moi, faute de mon expérience en entreprise, je me suis inscrit dans des projets. Je me suis dit, le slam n'est pas encore connu. À l'époque, j'avais un ami que je salue, Freeman, qui me servait de manager et qui voulait qu'on aille en studio. Je lui ai dit non, ce n'est pas la bonne démarche.
le slam n'est pas connu, on va investir suffisamment trop d'argent en studio et pour la promotion. Ce qu'on fait, on fait la démarche inverse, on fait de la scène d'abord, se faire connaître, et puis par la suite, on pourra rentrer en studio. Quand on va donner un nom au slam, un visage au slam, en ce moment, il serait bon de faire sortir l'album. Et puis, chemin faisant, de spectacle en spectacle, je rentre au Goethe Institut. Est-ce qu'à cette époque-là, vous aviez des références du genre Grand Corps Malade, tout ça qui vous inspirait un petit peu? Bien entendu, bien entendu. Vous ne pouvez pas faire du slam puis ne pas connaître Grand Corps, ne pas connaître Saul Williams, qui est pour moi le déclencheur. Saul Williams, Grand Corps, Diamancan, et pas mal de grands slam. Moi, je dis toujours, quand vous embrassez un art ou un métier, apprenez l'histoire de ce métier-là. Ça, c'est le b.a.-ba. D'ailleurs, quand j'anime mes modules dans les grandes écoles, toujours l'histoire du marketing ou toujours l'histoire de la distribution. Il faut apprendre à connaître l'histoire du métier, de son métier. Ça vous permet d'avoir une bonne projection sur l'avenir. Alors, avant de passer la parole à Al-Hussein Sidibé, je voudrais savoir quelle est, selon vous, la différence entre le slam et le rap? Alors, le rap est un genre musical. Le rap est la forme musicale du hip-hop. Okay? Alors que le slam n'est pas un genre musical. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas identifier musicalement le slam à partir d'une orchestration musicale donnée. Vous pouvez le faire pour le reggae, vous pouvez le faire pour le zouglou, sans qu'on ne porte déjà la voix. Vous pouvez le faire pour le coupé décalé. Mais pour le slam, ce n'est pas évident, tant que je n'ai pas porté la voix. Vous comprenez? Il n'y a pas un type de musique propre au slam. C'est ça la différence, c'est fondamentalement musical. Maintenant, on est tous des poètes, on est tous des paroliers, des porteurs de paroles. Voilà. Mais est-ce que cela voudra dire qu'on pourrait adapter toutes sortes, ou on pourrait poser le slam sur toutes sortes de musique? Absolument. Moi, j'ai vu des Français en train de faire du slam sur du rock. Vraiment, c'est du hard rock derrière. Mais le gars, il slam sobre. Voilà, donc on peut faire sur du bugbe, sur du zuglibiti, sur tous les... J'aimerais bien voir ça. C'est possible. C'est possible. Ça doit être intéressant et sur du très reggae, original. on peut le faire. D'accord. Alors j'aimerais savoir, la plupart des artistes ne vivent pas de leur art, ne volent pas de leur plume immédiatement. Vous, quand vous preniez la décision de vous lancer, de faire du slam, votre vie, votre carrière, votre métier, aviez-vous une stratégie ou peut-être que la stratégie était de faire de la scène avant tout? Moi, je veux savoir si vous aviez une stratégie dès le départ lorsque vous avez décidé de tout plaquer en fait. Oui, je le dis toujours à mes amis, tout est dans la démarche. Hein? Moi, je me suis inscrit dans la durée. Vous voyez, j'ai commencé autour de 2011. Et puis, 11 ans plus tard, je me retrouve sur un plateau de télé. C'est-à-dire, j'aurais pu commencer à forcer les portes. Dire, je vais passer à telle émission, passer à telle émission. Vous comprenez Je dis, allons, commençons par la scène. Ayons du public. C'est un produit nouveau. En une démarche de marketing, de marketeur, c'est un produit nouveau. Il faut aller vers le client. Il faut se faire une masse critique. Et puis après, on peut apporter d'autres ingrédients au produit. Il y a certains slameurs qui ne font jamais de disques. Ils sont plutôt dans le livre. Vous avez des slameurs, surtout les Allemands, ils aiment la production livresque. Et puis il y a certains, surtout les Français, ils aiment beaucoup le disque. Et puis nous on a été vraiment coachés par les Allemands, on est à cheval sur les deux. Il y a certains qui font du livre, il y a certains qui font de l'audio, de la vidéo. Vous comprenez? Et puis, comme c'est un art vivant, on fait beaucoup de scènes, beaucoup de festivals. C'est vrai, ça va paraître extraordinaire, mais on a tourné beaucoup dans la sous-région. Si vous allez dans la sous-région, vous dites Bidjo, rencontrez la communauté des slameurs, vous dites Bidjo, ils vont dire c'est Koro. C'est le Koro. C'est comme ça. Voilà, on a parcouru pas mal de scènes. Le slam, c'est cela aussi. Comme c'est un art vivant, on peut se retrouver à l'école en train d'animer des ateliers. C'est une source de revenus. On peut faire des spectacles, source de revenus. On peut être... Moi, on utilise souvent ma voix pour des voix off, écrire des textes pour des gens. Oui, il y a plein de choses. Il y a une palette d'activités autour du slam. Et qu'est-ce qui a radicalement changé dans votre vie depuis lors? Ça fait maintenant 9 ans. Vous sentez que depuis que vous avez pris cette décision, qu'est-ce qui a changé? Si vous m'avez vu en 2009, 2010 et maintenant, il y a quelque chose qui a changé dans mon discours. Il y a cette forme d'épanouissement, il y a cette je ressens comment dire, une sorte de bonheur. Sentiment d'accomplissement. Mais pas encore accomplissement, parce que mais je suis en train d'aller vers. C'est-à-dire que
vous commencez à planer. Ça se sent même dans mon discours. Je pense que vous pouvez le sentir. Vous êtes en train de planer. Moi, faire une scène, 5 minutes, partager un instant avec des gars. J'ai fait une scène devant des enfants. Ils m'ont laissé des bouts de papier. Bidjo, peut-être qu'on ne sera jamais un slameur, mais on te souhaite bonne chance. Tu nous as fait quelque chose. Il y a des enfants qui ne parlaient pas, qui étaient introvertis, avec des ateliers d'écriture. Ils sont arrivés à sortir d'eux. J'ai dit, waouh, c'est des choses. Et la maîtresse t'appelle pour dire, vous avez fait quelque chose. Et si vous partagez avec nous cette expérience au Burkina? Petite anecdote, on va aller très rapidement. Ah oui, c'était à Bamako. Je suis invité à un festival de slam. Je salue mon ami Aziz Sitenka. Et puis, on va prester devant les personnalités de Bamako. C'était lors de la journée de la francophonie. Tous les slameurs invités font les performances. Moi, pendant que je viens, il fait ma performance. Il y a un standing ovation. Pendant que je suis dans la performance, les gens se lèvent. Et il y a un monsieur qui sort de la foule avec une enveloppe, me donne. À la fin de la performance, on va au cocktail et il y a 2 gendarmes qui viennent. Ils disent, on cherche l'Ivoirien là. C'est là où vous sentez que vous êtes heureux d'être Ivoirien. On dit, on cherche l'Ivoirien là. Tous mes gars me regardent. Puis on dit, c'est le ministre qui a besoin de vous. Wow. Dans la loge VIP du ministre. Wow. Il y a quelque chose qui se passe là. Il y a plein de faits comme ça. Plein de faits comme ça qu'on a pu rencontrer tout au long de notre carrière. C'est des choses. Vous faites un test, puis vous voyez des gens en pleurs. C'est formidable. Partager ça, ces instants-là, c'est formidable. Je pense que juste avec le mot. Financièrement, ça va aujourd'hui. Je savais que Philly allait poser cette question. C'est vrai que vous parlez de l'enveloppe du ministre, mais on a le non, mais il m'a donné juste... Non. Là, allait me prendre là. Je pense qu'il veut juste savoir si vous arrivez quand même à vous nourrir de cet art-là. Si vous gagnez votre vie à travers cet art. Je dirais, je suis satisfait. Même, vous pouvez avoir plus de millions et puis vous pouvez vivre mal. Parfois, on était une entreprise, il y a des gens qui étaient des cadres supérieurs qui arrivaient à prendre des crédits avec les ouvriers qui n'avaient à peine 100 000 francs. Donc, ce n'est pas le montant qui est important. Moi, j'arrive à payer mon loyer, à scolariser mes enfants, à les soigner. Dieu merci. C'est le plus important. Paulus, heureux. Vous voulez intervenir? Oui. Alors, on vous sent pleinement épanoui dans le slam, mais vous avez une expérience en marketing. Est-ce qu'on peut dire que c'est cette expérience qui a véritablement influencé ce changement de carrière en termes de positivité? Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont peut-être fait un changement de carrière, mais qui n'ont pas eu l'impact escompté. Oui, et effectivement, ça me sert. Je suis comptable à la base et marketeur par la suite. Ça me sert exactement. C'est ce que je disais. Il faut s'inscrire toujours dans une démarche. Il faut s'inscrire dans des projets. Nous avons le festival qui est source de revenus pour nous. Le festival qui en principe, devait être à sa 4e édition cette année, en avril, mais bon, avec la situation que vous connaissez. On monte pas mal de projets, mais ça, c'est le comptable et le marketeur qui parle, qui utilise son savoir pour construire des projets artistiques. Ça, c'est important. C'est très courageux de votre part d'avoir décidé de laisser tomber, de donner dos à la profession pour embrasser votre passion. J'aimerais aussi faire une dédicace à Roi Formali qui nous suit en ce moment. Ce que j'aimerais savoir, est-ce que vous conseillerez à tous ces jeunes-là qui nous suivent en ce moment d'abandonner, je veux dire, soit la profession ou... Non, c'est une question que je pose. Non, c'est une question pertinente. C'est là qu'on va finir. De suivre votre exemple en abandonnant le cursus scolaire ou la profession pour embrasser sa carrière, pour vivre pleinement ou... Non, je ne leur dirais pas. Ne faites pas ça. Ne faites pas comme vous. Ne faites pas comme moi. Et s'ils veulent vous ressembler? Non, qu'ils ne me ressemblent pas. Mais qu'est-ce que vous les conseillez, vous? Qu'est-ce que vous les conseillez? Alors, chacun sa trajectoire. C'est cela. Moi, vous avez vu mon pedigree, je suis diplômé. J'ai travaillé. Quitte pas l'école, faut dire parce que tu aimes tant temps. Fais pas la formation, c'est important. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et c'est certainement que le fait d'être allé à l'école vous sert aujourd'hui dans absolument, absolument. Et puis, après, comme on dit, on évolue par génération. Moi, mes amis aujourd'hui, celui qui n'a pas évolué, les chefs de service. C'est-à-dire, je peux monter un projet et puis avoir un interlocuteur. C'est ça aussi. Donc, il y a ce que je sais, il y a mon réseau, il y a ma démarche. Il ne faut pas conseiller ça à quelqu'un. Bidjo, malheureusement, le temps qui nous avait été imparti est à son terme. Mais très, très rapidement, quelques notes, quelques flots, avant qu'on ne se sépare.
Ça va trop nous faire mal de ne pas vous écouter. Ici, à ce midi, nous sommes aussi le reflet de votre vie qui luit ou qui se déconstruit. Chacune de nos larmes, c'est aussi de vous qu'on parle. Alors recevez la poésie. Elle vous parle du fond de mon cœur. Alors je vais juste vous dire que ici, à ce midi, les égaux n'ont pas d'écho parce qu'ici, le partage, la solidarité sont les maîtres mots. Ouais. Les vaniteux, les prétentieux, les orgueilleux n'ont pas de voix. Alors si tu ne l'es pas, lève la voix. Dis à ta voisine, dis à ton voisin, je t'aime comme moi-même. Ah, Bidjo, je t'aime comme moi-même. Dis à ton voisin, dis à ta Police, voisine. Agathon, je t'aime comme moi-même. Très chers téléspectateurs, je vous aime comme moi-même. Merci infiniment. Merci pour ce beau message d'amour. Et justement, c'est parce que nous vous aimons que nous allons vous donner toutes les informations relatives au Covid. Nous allons répondre à vos questions. Elle est là. Docteur Kaboré nous rejoindra dans quelques petites secondes. Mais avant, pub. Bonjour, Tanti. S'il vous plaît, je cherche une cabine pour faire transfert. Ma vie, quand tu n'as pas un compte Move Money, il faut acheter une unité avec ça. Avec Move Money, je peux acheter du crédit de communication. Aïe, alors tu sais ce que Move Money peut faire pour toi. Hein? Là, tu vas au courant. Oui, avec Move Money, achetez des unités ou rechargez un proche. Tapez étoile 155, étoile 3, étoile 1, dièse. Avec Move Money, profitez! Elle n'a pas encore tout dit. Alors, j'ai l'impression que Dr Philo a quelques petits soucis avec son masque. Non, c'est bon. Ça va? Vous savez, quand le masque sort de l'ordinaire, souvent, il faut sortir de l'ordinaire pour le placer. À défaut du masque traditionnel. Voilà, ça va. Mais Philo, est-ce qu'il est homologué? Pardon? Est-ce qu'il est homologué? Ça veut dire quoi? Et recommandé quoi? Est-ce qu'il respecte les normes? Oui, mais attends, si jusque-là, je suis assis plus de 52 minutes, je respire, c'est très bon. Voilà, tout ce qui est bon est bon. Puis bon, voilà, c'était un masque homologué, ça respecte les normes. Sinon, je ne peux pas venir m'asseoir sur un plateau de télé avec quelque chose qui ne respecte pas les normes, quand même. Et bon, voilà, quand même, elle arrive, voilà. elle nous rejoint, Docteur Kaboré Linda. Oui, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, il est juste à côté de vous, hein, votre docteur Paulus. Docteur entre griffes, on ne va pas nous arrêter pour usurpation d'identité. Oui, je me sens rassurée. J'ai un confrère à côté de moi. Ça me... Confrère, on va dire. Ouais, et là, moi, je me sens plus, hein, je m'envole. Non, mais Non, c'est vrai. ça sera difficile pour vous d'abandonner ce que vous faites en ce moment, votre métier, pour votre passion de médecin. Parce que aller faire 7 ans encore de médecine, je ne vous imagine pas. Hein. Et 7 ans de pharmacie. Ouais, pourquoi pas. Docteur, Pour le moment, on va essayer là. de s'intéresser aux questions. Justement, c'est ce que j'allais vous dire. En attendant d'aller faire vos 7 ans là, nous, on veut savoir tout sur le Covid. Allez, on démarre avec les statistiques. Au 29 avril 2020, notre pays a enregistré 1238 cas confirmés personnes malades avec le Covid-19. On a 557 guéris et 14 décès. Voilà. 0 décès. Enfin, 0 nouveau décès, on va dire. Alors, en ce qui concerne les questions, on va s'intéresser à une question qui a trait aux masques chirurgicaux. Elle est de Bertrand Yves Roland Kakou. Il dit « Salut la famille, c'est midi. Au niveau du port des masques, comment savoir quelle est la surface qui doit être à l'extérieur ou à l'intérieur, tout en sachant qu'une des surfaces est censée être le filtre ?» Le masque chirurgical, je ne sais pas où est la caméra, est comme ça. Voilà. Ici, vous avez le bleu et de l'autre côté, vous avez le blanc. Et comme il y a une très bonne nouvelle que les masques sont enfin arrivés, je me fais un plaisir de faire cette démonstration, vu qu'il y aura distribution de masques à partir de la semaine prochaine. Je pense qu'on peut applaudir les 200 millions de masques qui sont en train d'arriver, parce que 200 millions de masques, il y en a eu 26 millions hier et demi. Le 4, il y en a encore, et jusqu'à 200 millions de masques qui ont été commandés pour la Côte d'Ivoire. C'est très rare. Je parle des masques chirurgicaux. Oui, ça veut dire que le personnel soignant ne va pas en manquer. Oui, surtout, comme c'est arrivé dans des pays que je ne citerai pas, et surtout, les Ivoiriens auront des masques, en plus des masques comme on a, ils auront des masques chirurgicaux. Ce masque chirurgical,
a un filtre. Quand on projette de ce côté, la personne parle, c'est filtré, ça ne rentre pas ici parce que derrière, il y a un autre filtre qui permet d'absorber. Donc ici, ça absorbe les postillons de l'autre personne et ici, ça absorbe vos propres postillons. Donc au départ, on a dit que c'était pour les gens malades, pour ne pas qu'ils contaminent. Mais c'est l'un des meilleurs masques parce que le FFP2, qui est vraiment occlusif, qui a un filtre aussi, coûte beaucoup plus cher. Et celui-là, vraiment, c'est le meilleur. Il y a eu des gens qui se sont amusés à faire des faux. Ça, attendez, je vais enlever pour montrer comment on met un masque. Un masque qui cache la beauté du docteur Gaboré. Mais bon, la vie est plus importante que la beauté. Je ne vais pas rester longtemps comme ça. Bon, donc moi, je mets toujours un mouchoir à l'intérieur. Donc le masque, il se tient par les élastiques. Effectivement. Vous le mettez comme ça, derrière les oreilles. Là, je le fais vite. Et quand vous devez l'enlever, il ne faut surtout pas le mettre en bas du cou ou sur la tête parce que la sueur peut entraîner ou Monsieur Corona peut être sur votre visage et vous vous contaminez en remettant le masque. Alors, ce qu'il faut faire, c'est l'enlever. Si c'est boire juste une gorgée d'eau ou quelque chose, vous le laissez accroché sur une oreille. Mais surtout, ne touchez pas le visage. Et maintenant, si c'est pour manger, vous le posez, si vous avez un autre Kleenex, vous le posez la surface bleue à l'envers. Vous mangez, vous parlez, bon, protégez aussi l'intérieur. Je ne vais pas trop rester longtemps comme ça, je vous dis. Je vous aime beaucoup. Donc, et vous reportez votre masque. Donc moi, je mets un Kleenex à l'intérieur sur tous mes masques parce que c'est là que vous allez vous rendre compte que même si on ne postillonne pas en temps normal, ça permet de maintenir le masque propre longtemps. Vous allez vous rendre compte qu'au bout d'une heure, votre masque est souillé. Donc une simple feuille de papier lotus permet de... Donc on le remet par les oreilles, on ne touche jamais l'avant. On le prend comme ça, sur le côté, vous voyez? Et on le tire. Et les masques chirurgicaux, ils ont un petit fer. Vous l'appuyez ici pour le problème des lunettes. Pour bien fixer le docteur, le haut du... Non, pas au milieu, parce que ça va faire une pointe comme ça. Donc vous faites ça et vous revenez ici si vous voulez. Mais moi, j'aimerais savoir la durée de vie de ce genre de masque. Normalement, c'est 3-4 heures, mais avec ma petite astuce de mettre un mouchoir à l'intérieur, on peut tenir quand même un peu plus de 3-4 heures. Le petit mouchoir à l'intérieur, on le remplace toutes les 30 minutes ou à chaque Toutes les heures ou bien quand vous l'enlevez, parce que vous-même, vous allez voir qu'il sera mouillé. D'accord. Par des fines particules. C'est pas que je crache en parlant, mais ça sort. Et c'est là que vous allez comprendre qu'il faut mettre le masque, parce que quand on parle, il y a toujours des petits postillons. Et c'est pour ça qu'on dit que pour une conversation normale, il faut être à 1 mètre. Maintenant, si c'est pour des rires et tout ça, 1,5 mètre, 2 mètres. Alors, docteur, là, vous avez porté le masque chirurgical en mettant à l'extérieur la partie bleue. Mais tout à l'heure, en expliquant, vous nous avez bien dit que les deux parties sont dotées de filtres. Oui, mais est-ce que si quelqu'un le porte en mettant la partie blanche à l'extérieur, c'est... Ce n'est pas le même filtrage. Ok. Ce n'est pas le même filtrage. S'ils ont mis bleu et blanc, c'est bien que c'est le bleu. Et surtout, la partie en fer, la partie où il y a le petit fil là, pour appuyer en haut. C'est pas parce qu'on voit aussi à la télé des gens qui le mettent à l'envers. Mais surtout, de grâce, ces masques que je vois tous les jours sous ou ici, posés ici, franchement, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Et sur le front, il faut que ça s'arrête. Les vendeurs de brochettes et tout ça, il a un masque, au cas où la police vient. Mais il est ici.
Vous comprenez, la petite Pas seulement vendeuse. pour la police, il a essayé en fait. Non, non, pour le contrôle. On a l'impression que c'est juste un rituel quoi. Oui, il avait voulu, mais bon, je mets un peu de Moi, je savon, veux le jeu mes du- mains, je lave, mais c'est pas ça qu'il s'agit. C'est pas ça, C'est c'est sérieux. se Il avait une main de protéger. sorte à éjecter toutes sortes de Oui, violences. donc il a ça au cas où il voit une patrouille. Il les met. Vous voyez ce que je veux dire, mais ça ne sert à rien parce qu'il s'auto-contamine. Et en s'auto-contaminant, il va vendre quelque chose qui va vous contaminer. Voilà, donc il faut Et puis, sérieusement porter je- son masque, oui. c'est pas... Voilà. Et les bonnes nouvelles continuent. Je ne sais pas si ça fait partie des questions de police. Les bonnes nouvelles. Oui, hier, il y a eu les Police, 200, les bonnes nouvelles là. Ah. 200 millions de masques. Elle a déjà annoncé. Mais on en est Mais qui ne sont pas aujourd'hui. encore arrivés, on a eu... Ça sera distribué, mais on les à a partir vus. de la semaine prochaine. On les a vus. Ah, donc lundi, ce sera une bonne nouvelle alors. Je ne sais pas, mais on les a tous vus à la télé. Vous voyez ce que je veux dire? On les a vus. Donc Oui, c'est oui, que oui. ça vient. Ils vont nous donner. En tout cas, c'est très rassurant. C'est rassurant. C'est Et ce qui rassure aussi, c'est qu'il y a déjà 4 centres de dépistage, je dis bien de dépistage et non de vaccination, qui sont ouverts. Donc, toute personne qui tousse, toute personne qui sent qu'il est un peu fébrile, je lui conseillerais, en plus c'est gratuit. Dans les autres pays, ça coûte 70 000, 100 000. En Côte d'Ivoire, c'est gratuit. La prise en charge en cas de Covid est gratuite. Pour ne citer que les États-Unis, le test coûte 500-600 $. Je pense tout de même que l'État de Côte d'Ivoire est à féliciter. C'est vrai que le démarrage était un peu lourd, Difficile. on s'en est plein, mais on a fait beaucoup de progrès. Vraiment, bravo. 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 Sans faire de politique aucune. Non, pas du tout. On Franchement, nous connaît pour ça, ne vous inquiétez pas. Voilà. On sait que nous sommes apolitiques. Nous sommes une émission Voilà, apolitique. sans faire de politique aucune, sincèrement, fier d'être ivoirien. Moi aussi. Franchement. Et Ouais. 14 décès, 1600, combien, 1000, combien là 14 décès, 1238 cas confirmés. 1238 cas, franchement, félicitations. Et c'est- Quand vous voyez qu'il y a des 1000 décès qui continuent. Surtout pour les guéris. 557. On se réjouit Non, pour bravo. les personnes guéries. Mais ça ne Ouais. veut pas dire qu'il faut multiplier les cas. Et ce dépistage permettra de prendre en charge rapidement les malades. Ceux qui ont, pour éviter qu'ils ne se contaminent, mais surtout pour que leur cas ne s'aggrave pas et qu'après on ne puisse plus rien faire. Parce que c'est les fameux 5 derniers décès, je pense, c'est dû à ça. Ils ont été pris en charge. Ils sont allés à l'hôpital trop tard. Trop tard. Donc, ça a déclenché d'autres maladies, etc., etc. Donc, vaut mieux y aller, surtout qu'en ce moment, c'est pas plein. Et justement, par rapport à l'hôpital, il faut qu'on y revienne parce que quand vous êtes malade ou quand vous avez les symptômes, vous ne vous rendez pas directement à l'hôpital. Non, vous mais laissez il y a vous. des numéros, voilà, les numéros verts qu'il faut appeler police. On pourra revenir sur ces numéros, Oui, le oui, bien sûr, 143, le 119, le 143. Voilà. Et ils ont dit que quand vous faites le test, vous rentrez à la maison. Vous rentrez chez vous. Et on vous forme sur le Covid, etc., sur les distanciations et tout. Et c'est le lendemain qu'on vous donne les résultats. Et selon le résultat, vous pouvez rester chez vous, confiné à domicile, mais avec un suivi. Tous les jours, ils vont vous demander est-ce que vous avez la fièvre, est-ce que vous toussez, etc. Mais vous restez chez vous. C'est pas qu'on vient vous soulever et puis vous jeter quelque part comme ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Merci infiniment. On n'a pas fait Docteur toutes les Kavouri. Linda, docteur en pharmacie, merci d'être venue sur notre plateau. C'est midi, répond à vos questions sur le Covid-19 pour aujourd'hui. C'est terminé. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé à la réalisation de cette émission. On se donne rendez-vous demain. D'ici là, courage, grand courage à tous nos frères et sœurs musulmans qui sont en ce moment en plein mois de jeûne. Restez sur RTI1, c'est la seule chaîne qui rassemble. Au revoir.